Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon cher Arthur pour l'essai du Giant Trans X Advanced I+ Elite. Ce Trans X version électrique est un vélo all mountain en 150 mm de débattement avant, 140 à l'arrière, avec un cadre tout en carbone et un format de roue mulet, donc 29 pouces devant et 27,5 derrière. Et il a la particularité d'être la vision selon Giant du VTT AE Light. Ils ont une vision assez particulière puisque ça se retrouve aussi chez d'autres marques. C'est un moteur full power, donc un gros moteur avec 85 Nm de couple, couplé à une petite batterie en 400 Wh pour atteindre un poids total qui avoisine les 20 kg. Et on a une optimisation du poids qui est assez globale sur ce montage, qui est le montage 1 affiché à 9 500 €. On peut aussi détailler la gamme puisqu'il y a le montage 0 proposé à 13 000 € et un montage un peu plus accessible. C'est le montage 2, c'est ça? À 6 500 €. Exactement. Notre version 1 ici à l'essai est équipée en suspension Fox Live Valve avec une fourche Fox 36 Performance Elite avec une cartouche Fit 4 en 150 mm de débattement à l'avant et un amortisseur Flottix Factory en 140 mm de débattement à l'arrière. On retrouve sur cette version une transmission SRAM GX AXS, mais ce sont les anciens modèles avec une cassette en 1052 et un pédalier avec des manivelles en carbone de marque Praxis en 165 mm de longueur. Pour les trains roulants, on retrouve une paire de roues Giant TRX en carbone chaussée de pneus Maxxis avec un Dissector en carcasse exo et en gomme dual à l'arrière, et à l'avant on retrouve un Maxxis DHF en carcasse exo plus et en gomme 3C Max Terra. Pour stopper la machine, on retrouve une paire de freins SRAM Coder couplés à des disques en 220 mm à l'avant et 200 mm à l'arrière. Pour le poste de pilotage, on retrouve un combo potence cintre en carbone de marque Giant, c'est le Control Trail SLR en 800 mm de largeur et une tige de selle télescopique en 170 mm de débattement de marque Transix. Et on termine avec la motorisation de ce Giant qui a un moteur Giant SyncDrive Pro 2 développé avec Yamaha et une batterie de 400 Wh avec un petit range extender disponible en option de 200 Wh. Bon mon cher Hugo, on va aborder le premier point qui est le look. Donc ce vélo... Point très important quand on achète un vélo puisque surtout souvent un vélo on craque ou pas. À ce prix quand même, c'est important d'avoir quelque chose qui nous plaît. Oui. En toute honnêteté, c'est un vélo qu'on a trouvé très sobre et qui nous a pas forcément ultra enjaillé au niveau visuel. Ah, c'est pas le vélo où tu te retournes dessus quand tu le vois passer sur les trails, ça c'est certain. Après, il présente quand même assez bien. Il reprend pas mal de traits du trans musculaire que vous aviez essayé avec Jason. Les lignes sont plutôt harmonieuses et puis c'est assez fin. Voilà, avec la petite batterie de 400 Wh, ça quand même... T'es quand même pas dans du massif avec une grosse poutre au niveau du donne-tube. C'est vrai que ça c'est pas mal. Ça c'est assez esthétique. Et pour les personnes qui aiment bien les coloris assez sobres et qui tendent vers le noir, c'est vrai que celui-ci va plaire. Il y a le coloris du modèle 0 qui a tombé, c'est vrai que c'est très joli. Ça fait un peu peinture artisanale. Ouais, c'est vraiment sympa, mais bon, on l'a pas sur celui-ci. Exactement. On va passer à la rubrique géométrie de ce Giant. Nous avons roulé le vélo en taille M, principalement en flip chip réglé sur low. C'est donc dans ce mode que je vais détailler les chiffres. Donc pour commencer, on a un empattement de 1215 mm, ce qui en fait un vélo quand même assez court, assez ramassé. On a plutôt l'habitude d'avoir des vélos un petit peu plus longs sur ce segment. On a un angle de chasse de 65,8 degrés, ce qui en fait un vélo quand même pas très ouvert et qui augure d'un tempérament relativement axé sur la vivacité plutôt que la stabilité. On a un reach de cadre de 457 mm, donc ça fait un taille M qui est dans la norme. Un tube de selle relevé à 76 degrés et des bases arrière de 447 mm qui sont plutôt longues pour un VTT AE en mulet. On va passer maintenant à l'essai terrain avec les montées. Alors, Arthur, que vaut ce petit moteur de Yamaha? Ce petit moteur Yamaha qui a la gouache, effectivement. Donc, clairement, on a un vélo qui a une forte assistance. Hein. C'est pas un VTT AE light comme on a l'habitude de les tester. C'est un gros moteur et puis le moteur il a la pêche. Hein, le moteur il a grave la pêche, il est très on-off. Et on a un châssis qui est assez léger, donc globalement on a une motorisation qui répond vraiment fort, voire même un peu trop fort. C'est vrai qu'en montée technique, on a un vélo qui a tendance de base à cabrer.
Et c'est vrai que le moteur va pas beaucoup aider sur ce point-là, quoi. Non, il a de base tendance à cabrer et du coup c'est assez compliqué de placer la roue avant correctement. On a l'avant qui se dirige un peu. L'avant il est un peu trop volatile, ouais. On a du mal à bien poser le vélo et du coup dans des montées franchissements assez raides comme certains peuvent aimer en VTT-AE effectuer, c'est vrai qu'avec celui-ci c'est un petit peu compliqué. Il faut bien se positionner sur l'avant du vélo et bien plaquer les coudes en bas parce que sinon ouais, et même des fois il y a une limite à l'exercice quand même. Ouais, peut-être pas arrivé toi. Moi je n'ai pas forcément réussi à passer tous les passages un peu rudes que l'on connaît, quoi. Par contre moi qui découvre ce moteur là et qui ai plus l'habitude de tester des VTT-AE que toi, j'ai bien aimé son côté assez naturel sur les premiers, sur le mode Eco et le mode Tour, qui sont les deux premiers niveaux d'assistance. On a 5 niveaux d'assistance, donc Eco, Tour, j'espère que je ne vais pas me mélanger, Active, Sport et Power, et on a un mode Auto Smart Assist. Voilà, qui est un mode un peu intelligent qui permet d'avoir un dosage de l'assistance par rapport à la demande. Ça ressemble un peu à l'IMTB de chez Bosch. À titre personnel, moi je roule quasiment jamais des VTT-AE et c'est vrai que celui-ci, je l'ai trouvé inefficace en assistance au-delà de 2 barrettes. J'ai trouvé qu'au-delà, je perdais le grip trop facilement, que ce soit en montée ou en descente. Ouais. Et du coup, je l'ai roulé vraiment tout le temps en 2 barrettes et j'ai trouvé l'assistance suffisante. Après, voilà, les autres modes... ça a déjà pas mal la gouache et c'est assez naturel, ça donne pas trop d'à-coups. On n'est pas sur un Bosch quoi, qui va te pousser d'un seul coup et qui s'arrête. C'est pareil quand il coupe à plus de 25, 26, voire 27 sur celui-là. La coupure se fait de manière très naturelle et très douce. Et par contre, sur le mode Auto Smart Assist, moi j'ai trouvé que ce mode-là était un petit peu plus brutal et tu avais la pêche qui arrivait un peu plus spontanément et un peu plus brute de décoffrage, quoi. Donc les deux premiers sont très naturels et ceux d'après sont un petit peu plus violents, quoi. Un peu plus violents, ouais. Un dernier point par rapport à l'assistance, c'est vrai que sur les VTT-AE Light, on a tendance, des fois, ça arrive en liaison, par exemple, à dépasser les 25 km/h. On sent que les vélos, ils s'en amènent relativement bien. Celui-ci, on sent qu'il y a un petit peu plus de frottement quand même. C'est un peu plus rechignant à la tâche. Ah bon, tu trouves? Quand on est en liaison au-dessus de 25, c'est pas un VTT-AE Light comme d'autres motorisations qu'on a pu tester avec des roues libres qui se désenclenchent vraiment. Là, on a un peu plus de frottement. Par contre, par rapport à un gros moteur, c'est plutôt moins prononcé que sur un Bosch, par exemple. Hein. Oui. Voilà. Donc on a quand même moins de frottement que sur d'autres gros moteurs. Ça dépend à quoi on le compare. Exactement. Niveau autonomie, je sais que toi, tu n'as pas forcément fait d'essais. Moi, j'ai fait quand même pas mal d'essais. J'ai essayé en mode tour, tout en mode tour, c'est-à-dire en mode 2 pour avoir une sensation de VTT-AE bien présente, puisqu'en mode éco, on est quand même un petit peu moins assisté. J'ai réussi à faire 800 mètres de D+, à savoir que moi, je pèse quasiment 95 kg. Donc c'est quand même très honorable pour une petite batterie de 400 Wh, sachant qu'on peut avoir un extender de 200 Wh supplémentaires. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, après, quand on monte un petit peu dans les assistances, si on se met en active, là je perds quasiment 200 mètres de dénivelé. J'ai fait plus que 600 de D+. Et si je me mets en Auto Smart, qui est censé adapter et être économe, et moi je suis tombé à 500 mètres de D+, soit une toute petite sortie. Ouais, du coup, voilà, on peut pas non plus avoir gros moteur, petite batterie et beaucoup d'autonomie, et là on le voit bien. C'est vrai que moi j'ai pas été gêné sur l'autonomie, mais bon, j'ai roulé principalement le vélo avec des compagnons par exemple en musculaire, ce genre de choses, et du coup le vélo il a quand même une autonomie qui est décente. Oui. Après ça dépend ce qu'on fait avec le vélo exactement. C'est vrai que pour faire des grosses sorties avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de bornes, tout ça, bon, dans ce concept-là, ce sera compliqué. Avec l'extender, ça permettra de rajouter un petit peu. Néanmoins, voilà, on part de base avec une batterie un petit peu plus légère. Okay. On va passer à la rubrique « Est-ce que c'est pratique ou pas ?» Et il y a pas mal de choses à détailler pour le coup sur ce VTT-AE. On va commencer au niveau du poste de pilotage. On a déjà une commande du moteur qui est assez ergonomique, bien intégrée, jolie. Néanmoins qui est un petit peu sensible, et c'est vrai que des fois en roulant, quand on a des grosses paluches comme Hugo, ça peut arriver de switcher de mode. On a une commande de tige de selle télescopique qui n'est pas du tout au niveau du vélo. Clairement, elle n'est pas ergonomique, elle est dure, elle n'est pas très agréable. On retrouve donc l'ancienne version du dérailleur AXS de chez SRAM avec la version des 2 commandes qui existaient, la moins ergonomique. C'est vrai qu'avec Hugo, on préférait celle où on a une espèce de tulipe dans le pouce qui était un petit peu plus agréable. Au niveau de l'ensemble guidon-potence, on a un réglage d'inclinaison et de longueur à l'intérieur. Il n'est pas ultra aisé à utiliser, néanmoins il existe. Enfin, au niveau de la douille de direction, on a toute la câblerie qui descend. Donc c'est vrai qu'à l'entretien à long terme, c'est pas forcément le plus pratique.
On a sur le vélo donc la commande Giant Ride Control Go qui est bien implantée dans le top tube, c'est assez propre. On a un affichage des LED qui est bien visible, qui est agréable. Le bouton de marche arrêt du vélo, quant à lui, il n'est pas très ergonomique, on ne sent pas super bien sous le pouce quand on appuie dessus. Et on n'a pas d'affichage de vitesse, de kilométrage, tout ça. Donc c'est vrai que dans le concept light c'est cool, mais pour les avis de technologie, il manque un petit peu. Pour pallier à ça, Giant a mis un petit support Garmin sur la potence qui vous permettra de pouvoir avoir ces informations-là sur votre GPS. Donc on va finir un peu sur la partie ergonomie du vélo. On a un vélo qui est ultra technologique, ultra connecté. On peut connecter donc ses suspensions via l'application Fox Live Valve et le bike via l'application Yamaha pour paramétrer le moteur et la commande. On retrouve à l'emplacement où on aurait pu avoir un ancrage supplémentaire pour un multi-outil ou autre, le capteur Fox Live Valve d'ailleurs, donc la technologie quelque part ça se paye un petit peu. On a un emplacement de port bidon qui est classique, on ne pourra pas mettre un bidon énorme mais un bidon de taille respectable. Et enfin la batterie n'est pas démontable. Bon Arthur, toi qui es féru de technologie, Rider 2.0, est-ce que tu as joué avec le Fox Live Valve? Eh ben, j'ai essayé, mais j'ai pas forcément tout compris. Non, plus sérieusement, j'ai pas trouvé l'apport de cette technologie ultra pertinent sur un e-bike, d'autant que c'est pas un vélo où on va forcément optimiser en montée ses suspensions. Est-ce qu'on se ferait pas un petit focus de ce que c'est le Fox Live Valve déjà? Si, on n'a qu'à faire un petit point de détail un petit peu. Ouais, alors du coup, le Fox Live Valve, en fait, c'est une gestion électronique des suspensions. Si vous voulez, vous avez un capteur au niveau de la fourche et un qui va au capteur au niveau du servomoteur. Et ça gère en fait la fermeture des suspensions et l'ouverture des suspensions pour raffermir pour le pédalage et la libérer pour la descente. On a le choix à plusieurs modes, on peut créer son profil sur l'application, ça permet de paramétrer ce détail-là. Et on revient du coup à l'utilité sur un VTT-AE qui est somme toute mesuré puisque... À titre personnel, voilà. Mais aussi parce que bon, nous on a l'habitude de rouler des cartouches haut de gamme, etc. C'est vrai que j'aurais préféré sur ce vélo par exemple voir du Kashima ou une cartouche Grip 2 plutôt qu'un Fox Live Valve. Maintenant ça peut avoir son intérêt pour quelqu'un qui aime bien la technologie et qui ne veut pas trop se prendre la tête, parce que c'est vrai que les suspensions, là, en termes de boutons de réglage, du coup, il n'y a pas grand-chose. Bah, il y a un réglage de compression sur la fourche, et puis un réglage de rebond sur l'amortisseur. Voilà, donc c'est assez basique. C'est assez basique, effectivement. On va passer à la descente, Hugo. Qu'est-ce que tu en as pensé dans un premier temps? La position, le confort Alors, comment tu t'es senti sur le vélo? Moi, je me suis senti mal sur le vélo, de prime abord. Oui, je vais être totalement cash avec vous. De prime abord, je me suis senti très mal, impossible à le rouler. Tout simplement parce que le poste de pilotage, je ne m'y suis pas fait du tout. Hugo est une petite âme sensible. Oui, il lui faut des petites poignées en velours, il lui faut... Voilà, donc non, mais sachez quand même que suivant le niveau technique et le niveau physique que vous avez, eh ben, une machine tout en carbone, ici on a un roue avant carbone, roue arrière carbone, un pédalier carbone, un sein de potence carbone, un 4 carbone. Tout ça, ça fait de la rigidité vraiment extrême, entre guillemets, on va dire. Et moi, j'y suis quand même assez sensible, puisque j'ai pas un pilotage qui est ultra précis. Moi, il me faut un truc un peu plus tolérant. Et effectivement, le poste de pilotage, j'ai pas réussi à m'y faire. La position ne m'a pas plu du tout. Et du coup, je l'ai remplacé par un poste de pilotage plus traditionnel, avec une potence et un cintre en aluminium en 31,8 de section. Et là j'ai revu. Ouais, j'ai revu. J'ai plus de confort. C'est pas forcément pour tout le monde. Par exemple, c'est vrai que moi, je l'ai roulé comme ça, le vélo, je me suis trouvé bien dessus. Donc, oui, bah, c'est pour ça qu'on le teste à deux. Hein. C'est bien d'avoir le retour des deux parties, ça permet de se faire un avis. On a un poste de pilotage qui est quand même réglable à l'intérieur via un petit jeu de cale. Ça permet de changer un petit peu la longueur de la potence pour adapter. Néanmoins, comme le disait Hugo, le vélo, il est rigide. Oui, ça c'est clair. C'est un peu... Mais toi, t'as aimé parce que c'est très très précis. Ouais, c'est ça. Le vélo, il est vraiment super précis. Juste avant, on testait le Décathlon. C'est vrai que quand on part sur celui-ci, tout de suite, on a un châssis qui est beaucoup plus précis, quoi. Vachement plus rigoureux, on va dire. Après, attention, on a un vélo qui est assez cher, qui fait payer la facture, donc c'est aussi normal quelque part. Bien sûr. Mais du coup, pour un pilotage un petit peu plus novice, on va dire, ou quelqu'un qui n'aime pas trop quand c'est trop rigide, c'est vrai que ça ne va pas forcément convenir. Bah, ça pâtit. En fait, moi j'ai retrouvé plus de confort avec un poste de pilotage traditionnel qu'avec ce poste de pilotage là où tu as l'impression quand même de t'en prendre quand même pas mal dans les bras. D'autant que la suspension ne donne pas une sensation énorme de débattement. Le grip avec ce Giant, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, c'est plutôt pas mal à l'avant, même si moi personnellement un DHF je trouve pas forcément... un poil limite, ouais, un poil limite surtout dans le gras, et puis là on a roulé quand même pas mal dans le gras dans cette saison là où il a beaucoup plu. Mais c'est un vélo qui donne quand même confiance sur l'angle et qu'on
qu'on penche assez facilement, on va dire. Ouais. Toi, tu t'es vachement plaint du grip à l'arrière parce que tu pousses beaucoup sur les pieds. Alors c'est par rapport à la motorisation, c'est vrai que quand on remet les watts en sortie de virage, plus la roue mulet et tout ça, ça a du mal à suivre un petit peu. Mais le vélo dans l'ensemble est quand même Moi j'ai assez trouvé correct, quand même qu'il était quand même bien plaqué au sol, même au freinage, tu as la roue avec la suspension qui reste bien plaquée au sol et c'est plutôt très très bon. Oui, les freins Coder, ils assurent quand même le taf là. Alors on a eu le souci un peu basique de ces freins là où on a les pistons qui reviennent toujours à la base, donc ça compense pas. En bricolant un peu le frein, on a réussi à le faire mordre comme il doit. Et c'est vrai que du coup, sur un programme comme ça suffit. Moi évidemment. personnellement, je préfère les modèles RSC dans les codes. Les R, je les trouve peut-être un peu plus limite. Là, on a un disque en 220 quand même à l'avant. C'est vrai que sur un vélo à 9500 €, des SRAM Coder, c'est pas ultra valorisant. Sur la fiche technique, c'est pas le truc qui fait rêver, quoi. Ouais. Niveau stabilité, Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé du bike? C'est quand même assez vif. Hein. C'est pas un rail. On voit que le vélo, quand même, il a des gènes un petit peu nerveux, effectivement. Donc quand ça va vite, il faut quand même le tenir. Et voilà quoi, c'est pas un point fort de ce vélo là. Non, par contre en franchissement c'est quand même pas trop mal, on a l'avant qui est quand même assez fermé sur ce vélo, mais ça se sent pas énormément. Hein. Du coup ça le rend assez vif, mais c'est vrai qu'en franchissement, bon, après il est un petit peu bas au niveau du moteur avec la roue mulet. Moi j'aurais tapé à un moment donné, j'ai cassé le sabot moteur. Oui, t'as cassé le sabot moteur. Il faut dire qu'on est en low, hein. On peut le mettre en high pour relever un petit peu le boîtier. Le réglage du flip shift permet de jouer sur ça. Après il permet aussi du coup de rendre le vélo encore plus nerveux, donc il faut voir. Moi j'ai préféré en low personnellement. Il faut voir ce qu'on recherche. Nous on préfère souvent les vélos en low. Après voilà, pour le franchissement, c'est pas un gros vélo de toute façon, donc on s'attend pas à passer à Mach 12, mais voilà, ça passe partout sans trop de difficultés. Au niveau du fun avec le bike, on a un vélo qui est très rigide, donc si on rentre pas bien dedans, on prend pas beaucoup de fun avec. Il faut pas subir le pilotage en fait. Hein. Voilà. Si vous subissez le pilotage, effectivement, c'est pas un vélo qui est très rigolo dans ce montage-là. Après, une fois qu'on arrive à bien le saisir, à bien l'emmener, c'est un vélo qui a quand même du pop et du fait de son poids, il est quand même assez léger, donc on arrive à l'emmener un peu où on veut en appuyant partout. Quoi. Par contre, alors. On va faire un petit aparté sur la vision des VTT AE Light selon Giant. Moi, j'ai pas trouvé personnellement qu'on avait une sensation vraiment de légèreté que tu peux retrouver sur les VTT AE Light Assist, qui sont peut-être un tout petit peu moins lourds, quoique. On a des modèles qui s'approchent de 20 kg pareil. T'es plus proche d'un VTT AE Light avec un poids comme celui-ci qu'un VTT AE lourd. Oui et non, si tu veux, en termes de sensation de pilotage, moi j'ai trouvé quand même que tu avais une certaine lourdeur entre les jambes et tu sens la lourdeur moteur au milieu en fait. Je trouve que le pilotage n'est pas aussi proche d'un VTT que peut l'être certains VTT Light Assist. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu un entre-deux. C'est plus léger qu'un gros VTT AE. Mais par contre, ça a une sensation de plus de lourdeur qu'un VTT Light Assist. Après, quand on est dessus, on a le visuel du downtube qui est assez fin, ça c'est plutôt agréable. On en a des gens qui se plaignent de ça sur leur gros e-bike, c'est vrai que là du coup c'est pas le cas. À titre personnel, moi j'ai trouvé le concept intéressant parce que du coup la personne qui va rechercher des watts, il l'aura sur un châssis assez léger. Maintenant voilà, faut se cantonner à des sorties non plus pas gargantuesques, sinon le vélo forcément il suivra pas. Ou à des petites sorties pour aller rider. C'est un vélo qui se met en éco tout le long. Quoi. Ou alors voilà, faut rester en éco tout le long ou avoir une grosse caisse. Hein, ça permet aussi de mettre d'assistance. Mais du coup l'intérêt du gros moteur est aussi un peu moindre. On va passer maintenant à la qualité de finition de ce Giant Transciplux. En point négatif, tout d'abord, on a relevé une peinture qui est assez sensible aux rayures. Par contre, la câblerie est quand même assez proprement intégrée. On a une partie de la câblerie qui passe dans le tube de direction et une autre partie avec le live valve qui passe sur le côté de la douille de direction. Bon, ça fait quand même pas mal de chantier, pas mal de câbles au niveau du poste de pilotage, mais c'est quand même proprement intégré. On a, niveau protection, un sabot moteur qui est assez minimaliste et qui s'est montré fragile puisque Arthur l'a cassé sur une souche malencontreusement. Par contre, elle est facile à remplacer, ça c'est un bon point. Et on a une protection de base qui se montre vraiment très généreuse et qui est bien ajustée et qui fait magnifiquement son boulot. On va terminer par le côté acoustique du moteur. On a une roue libre qu'on entend dans les descentes et dans les montées, on l'a trouvé un petit peu moins bruyant qu'un Bosch. Bon, il est temps de dresser le bilan de ce Giant Transix Advanced i+ Elite. Donc un vélo qui aura été un petit peu mitigé dans le sens où on a un montage que l'on a trouvé discutable, mais un concept novateur, donc ça c'est toujours intéressant à découvrir. Des pilotes de e-bike toute l'année, légers ou lourds comme Hugo, ils l'ont trouvé un petit poil en demi-teinte. Moi qui roule jamais en e-bike, je l'ai trouvé assez intéressant parce que du coup on a quand même un châssis léger, précis, mais un gros moteur qui watt, donc je trouve ça quand même sympa. Ouais.
Après, voilà, c'est pas forcément le vélo le plus accessible dans ce montage. Par contre, il a des bonnes qualités dynamiques et toi, t'as bien kiffé. C'est clair. Sur ce, on espère que le test vous aura aiguillé et que la vidéo vous aura plu. On vous invite à aller lire l'article complet qui détaille un petit peu plus l'essai de ce nouveau Giant. Et on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien et ridez safe. Ciao. Allez, ciao. Tout ça pour ça ?